Alors Zara, comme H&M, Primark ou Uniqlo, ce sont des marques mondialisées qui ont conquis la planète avec une promesse alléchante, des vêtements qui ont du style, des vêtements qui sont tendance et dont les prix sont extrêmement bas. En revanche, c'est vrai que nous, consommateurs, nous avons tendance, il faut bien l'avouer, à nous laisser séduire par une jolie coupe ou par une bonne affaire, mais à fermer les yeux sur ce qui se passe en coulisses et en particulier sur les conditions de fabrication de ces vêtements. Or, cela vaut la peine d'être un peu curieux. Savez-vous par exemple que les jeans ou les t-shirts que nous achetons sont parfois confectionnés avec des produits chimiques potentiellement dangereux? Savez-vous que sans le savoir, en achetant certains vêtements à prix cassé, nous nous exposons à des substances nocives? C'est très sérieux et franchement, c'est même assez préoccupant. Voici une grande enquête signée Sophie Bonnet et Antoine Demonnet. Le lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Un site qui désormais rappelle de mauvais souvenirs à André Bellato. L'an dernier, ce moniteur de plongée a bien cru qu'il ne s'immergerait jamais plus dans les eaux du lac. Tout cela à cause de ses vêtements. Certains d'entre eux, au contact de sa peau, ont eu des effets indésirables. Il s'agit d'une paire de chaussons qui permettent de ne pas glisser sur le bateau. Je les ai portés de 9h jusqu'à 18h le soir, où je les ai retirés parce que je commençais déjà à sentir des démangeaisons. J'avais des boutons de partout. Le lendemain, c'était vraiment des boutons purulents. C'était vraiment impressionnant. On avait l'impression d'avoir été brûlé par des cigarettes. André Bellato n'est pas allergique. Pourtant, l'inflammation a duré 2 mois. Il ne pouvait plus poser les pieds par terre. 1 an plus tard, il était toujours en procès avec la marque. Dans ce parc près de Lyon, ce coureur a eu lui aussi une mésaventure avec un vêtement. Même scénario, le tissu a provoqué des réactions impressionnantes. Et voilà la casquette qui m'a rendu malade. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu sur la tête pendant même pas une journée et demie. Et ça m'a brûlé le crâne, ça m'a fait enfler la tête de plus de 5 tours. Michel Clémensin a été pris d'une forte fièvre et il a perdu la moitié de ses cheveux. Il a envoyé des photos de ses brûlures à la marque qui lui a vendu la casquette et il a joint un morceau du tissu et demandé des analyses. 6 mois plus tard, il a reçu un courrier du laboratoire. Et alors voilà le rapport. Et je suis vraiment étonné de voir qu'il y a autant de produits dangereux dans une casquette. De l'arsenic, du cadmium, du chromium. On ne peut pas imaginer qu'il y a autant de produits dangereux dans une simple casquette qu'on porte sur la tête que n'importe qui peut porter, même un enfant. Le coureur et le plongeur ont acheté leurs vêtements dans la même enseigne. À Annecy, nous y avons filmé en caméra cachée. André Bellato va constater que ces chaussons sont toujours là. Ah bah voilà, c'est la même chaussons que j'ai acheté l'année dernière, les mêmes. Et là, il y a des mises en garde sur d'éventuels problèmes de santé. Voilà, protégez vos pieds dans l'eau à porter pieds nus. Je dis bien que c'est à porter pieds nus. C'est là que c'est grave. La fabrication Made in China. Made in China. Toutes les marques de notre quotidien font fabriquer nos vêtements loin, très loin de là où nous les achetons. En Asie, pour 70% d'entre eux. Quels produits chimiques sont utilisés pour les confectionner? Peuvent-ils être toxiques? Sont-ils contrôlés? Des ateliers du bout du monde, en Inde ou au Bangladesh, jusqu'à nos armoires et aux rayons de nos boutiques. Nous avons mené l'enquête sur les produits chimiques qui sont contenus dans nos vêtements. Ce qui peut rendre nos t-shirts toxiques, ce sont avant tout les substances utilisées pour les teindre. Nous avons voulu comprendre comment les fabricants teignaient les vêtements et avec quels produits. Direction la Bourgogne, l'entreprise Gerbe. Elle fabrique des collants entièrement en France. Elle est l'une des rares à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Alain Régade en est l'actuel directeur, mais l'entreprise a commencé à fabriquer des bas il y a plus d'1 siècle. Donc là, on travaillait avec des colorants naturels, tels que des fleurs ou des plantes qui permettaient d'avoir des colorations. Et ces colorants-là, aujourd'hui, ils ont tous été remplacés par des colorants chimiques.
Cette époque est maintenant bien loin. L'entreprise utilise aujourd'hui une centaine de substances chimiques pour fabriquer une paire de collants. Première étape de la teinture, le dosage des colorants, au gramme près. Vous voyez, c'est une poudre très très fine. Cela permet d'obtenir la teinte dans ses moindres nuances. La teinture, c'est comme de la cuisine, il y a des recettes à suivre. Donc là, il va faire sa préparation. Donc on va ajuster très précisément le poids pour avoir la teinte finale qu'on veut. Donc il faut être précis au niveau de la pesée. Ces poudres, qui ne sont pas dangereuses, sont mélangées à de l'eau. Mais ensuite, pour fixer la couleur sur le tissu, le fabricant utilise des adjuvants et des fixateurs qui, eux, sont parfois extrêmement toxiques. Ils arrivent dans ces fûts. Sur les étiquettes, le nom du fournisseur et surtout la composition chimique. C'est important qu'il y ait autant d'informations sur chaque produit chimique. C'est très important parce que le fait que ces produits-là aient été, considérés comme conformes à la norme en Europe nous garantit en finale quand même la consommatrice qu'elle ne va pas avoir de relargage sur la peau de produits qui pourraient être toxiques ou allergènes notamment. Ces normes européennes sur le textile ont un nom, REACH. Une réglementation qui date de 2006. Elle interdit une centaine de produits dangereux pour la santé. Tous les vêtements vendus dans l'Union européenne doivent en principe se passer de ces substances, même s'ils ont été fabriqués en Asie. Et c'est précisément là que ça se complique, selon Alain Régade. Il pointe un risque pour ses concurrents qui ne font pas comme lui du Made in France. Le risque que je le vois, c'est lorsqu'on a des intermédiaires, des grossistes, des distributeurs, etc., qui ne sont pas les fabricants eux-mêmes et qui peuvent être tentés parfois de faire des déclarations approximatives, voire légèrement fausses. Alors les marques qui font fabriquer leurs vêtements en Asie savent-elles précisément ce qu'ils contiennent? Sont-elles en mesure de renseigner le consommateur? Nous avons rendez-vous avec un styliste qui importe du tissu. Nous voulons savoir à quelle information il a accès. Nous sommes au salon Texworld, au Bourget. 650 fabricants de tissus, presque tous asiatiques, exposent leurs dernières nouveautés. Grégory Lameau a monté sa marque il y a 2 ans. Il recherche des textiles haut de gamme pour une nouvelle collection homme. Et il va interroger chacun des fabricants sur les produits chimiques qu'ils utilisent. Bonjour. Je peux jeter un œil? Vous utilisez des tissus déjà teints ou est-ce que vous les teignez vous-même? Nous les teignons nous-mêmes. Et vous n'avez pas de détails sur les produits chimiques que vous utilisez pour teindre? Non. Non? Vous n'avez aucune information? Grégory recherche des tissus certifiés conformes à la fameuse norme REACH. Et cela ne se trouve pas facilement. Eux, ils n'ont aucune info sur les produits utilisés. Elle ne sait pas. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis incapable de savoir. C'est-à-dire si vous achetez ce tissu, quel certificat vous aurez? Aucun. Qui va vérifier finalement à un moment ou à un autre de la chaîne ce que contiennent ces tissus? Personne. C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent savoir, c'est les gens qui vont faire la teinture. Et le consommateur? Oh, le consommateur, là, lui, il est carrément au bout de la chaîne, donc il va attendre un petit moment avant d'avoir l'info. Après quelques minutes, Grégory a sélectionné quelques échantillons de tissus fabriqués en Asie. Ils lui plaisent bien, mais il aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Et là, on sait quels produits sont utilisés ou pas? Non, bah là, c'est des encres. Clairement, les encres, elles doivent être fixées sur le tissu, elles doivent tenir au lavage. Comment elles sont fixées, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et le pire, c'est que selon lui, la plupart des stylistes n'ont même pas envie de savoir. Si je commence à dire, bon, mon bleu, j'ai 3/4 d'acide citrique, 5/4 de sulfate, et puis dedans, on a un peu de colorant E128 qui est cancérigène. À un moment donné, les gens, ça va leur faire peur. Et puis nous, on va commencer à douter et on va plus pouvoir faire de vêtements. Donc si on commence à dire aux gens, bon, nos produits sont géniaux, ils sont haut de gamme, ils sont chers, ils vont vous faire du bien, vous allez les porter, vous allez vous sentir bien, mais en même temps, on est un peu en train de vous tuer comme un paquet de cigarettes, ça va pas le faire. Faute de précision, ce jour-là, Grégory n'a pas acheté de tissu. Dans la problématique... Difficile pour les créateurs de savoir ce qui se passe dans les usines asiatiques. Quant aux marques,
Comment peuvent-elles contrôler l'activité de leurs ateliers si lointains? Ont-elles l'assurance que nos chemises ne sont pas toxiques? Voici le nouvel Eldorado du textile, le Bangladesh. C'est le deuxième exportateur au monde après la Chine. Dhaka, la capitale, compte 5000 usines de confection et de teinture. Les salaires des ouvriers y sont les plus bas au monde, 30 € par mois en moyenne. Et presque toutes les marques occidentales que nous connaissons y sont présentes. Nous allons nous intéresser à leurs fabricants officiels pour commencer. Leurs usines respectent-elles les normes européennes sur les produits de teinture? Pour pénétrer les ateliers, une seule solution, se présenter comme les créateurs d'une marque qui est en train de monter. Nous avons réalisé un site internet et de fausses cartes de visite. Nous réussissons à entrer en caméra cachée dans l'une des plus grosses usines de Dhaka. À première vue, des ateliers spacieux et même high-tech, proches des standards européens. Nous apercevons ici des vêtements d'une marque française. Le directeur va accepter de nous recevoir. Bonjour, d'où venez-vous? Nous arrivons de France. Ah, la France. Nous travaillons avec des acheteurs français. Très vite, nous orientons la discussion sur la teinture. Et nous allons voir que cette usine est loin d'être exemplaire. Et vos clients, est-ce qu'ils vous posent des questions sur les produits chimiques que vous utilisez? Non, non, non. Vous pouvez utiliser les produits chimiques que vous voulez? Nous utilisons des produits chimiques, mais ils ne sont pas recommandés par les acheteurs. Du moment que ce n'est pas cher et que c'est le produit approprié, nous l'utilisons. Qu'importe la provenance du produit, ça n'a pas d'importance. Ce fabricant semble particulièrement décomplexé. Pourtant, il devrait utiliser, pour une marque française, des produits qui respectent les normes européennes. Est-ce que la marque vous demande des certificats? Il vous demande la certification REACH, non? Ah oui, REACH, on est en train d'essayer de l'avoir. Pour le moment, on ne l'a pas, REACH, mais on essaye de l'avoir, on y travaille. Ok, et quand pensez-vous pouvoir l'obtenir? Je pense que dans un an, nous aurons la certification. Dans un an? Oui, oui, mais vous savez, c'est dur pour nous. Malgré la loi, certaines marques vendraient donc en Europe des vêtements non conformes aux normes REACH. Après ce tournage, nous avons questionné les marques en question pour savoir si elles respectaient la législation. Mais elles n'ont pas souhaité nous accorder d'interview. Alors ce fabricant est-il un cas isolé? Toujours à Dhaka, nous frappons à la porte d'un petit atelier spécialisé dans la teinture. Cette fois, les locaux sont vétustes. Ici, les ouvriers teignent des vêtements à la chaîne. Ils manipulent à main nue les jeans tout juste sortis des machines. Dans la cour, il y a des dizaines de bidons vides, pas franchement rassurants. Nous cherchons à en savoir plus sur leur contenu. Et les produits chimiques, là, ils viennent d'où? Ils viennent du marché local. Et vous savez si ces produits chimiques sont dangereux? On ne peut rien vous dire. On ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. Pour tenter de remonter la piste, nous prenons la direction du marché local, à quelques rues de l'atelier. Des petites échoppes pleines de sachets et de pots multicolores. Que contiennent-ils? Nous allons questionner le vendeur sur des colorants cancérigènes officiellement interdits, les colorants azoïques. Vous vendez des produits avec ou sans colorant azoïque? On a les deux, avec et sans. On se fournit à Taïwan, en Malaisie et en Inde. Est-ce qu'on peut avoir des certificats de traçabilité? Non, 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 on est une petite boutique, on n'en donne pas. Et les teintureries qui s'approvisionnent chez vous, elles achètent des colorants azoïques ou pas? La plupart de nos clients prennent ce qu'il y a de moins cher.
Ici, vous payez 1 euro. Si vous prenez ailleurs des produits certifiés aux normes, alors là, vous allez payer au moins 2,50 €. De petits ateliers et des teintureries comme celle-ci, il y en a des milliers ici qui travaillent pour les marques occidentales. Un système de sous-traitance tentaculaire et opaque, qu'un drame a mis en lumière il y a quelques années. 24 avril 2013. Le Rana Plaza, un immeuble vétuste de 9 étages, s'effondre à Dhaka. Il hébergeait 5 ateliers textiles qui travaillaient pour de grandes marques européennes. Le bilan est terrible, 1200 morts. Les marques occidentales ne seront pas inquiétées, car juridiquement, elles ne sont pas responsables de leurs sous-traitants. Depuis, au Bangladesh, la sécurité des ouvriers et plus largement leurs conditions de travail sont au cœur du débat. Mais qu'en est-il dans les teintureries ? Pour en savoir plus, nous allons entrer dans un atelier en nous faisant passer pour des acheteurs. Ce que nous allons découvrir est bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Nous allons être reçus par le directeur. C'est un sous-traitant de l'industrie textile. Ici, comme dans toutes les usines de teinture, les vêtements ne portent pas encore d'étiquette avec le nom des marques. Alors nous interrogeons le directeur sur ses clients. Voilà des clients français. On va vous montrer des échantillons de t-shirts. Tenez, ça c'est pour Walt Disney. C'est pour Disney? Oui. On a une commande de 60 000 t-shirts Disney. On est en train de les fabriquer. Ça va partir en Italie et après ce sera dispatché ailleurs. Nous demandons à visiter l'usine. Dans l'atelier principal, des ouvriers étalent un produit sur un établi. Mais il semble bien jeune. Au Bangladesh, en principe, employer des ouvriers de moins de 16 ans est interdit. Mais la loi est rarement respectée. Cette petite fille semble âgée d'une dizaine d'années. Et elle travaille ici? Elle a l'air très jeune, non? Quel âge tu as? J'ai 14 ans. Depuis combien de temps tu travailles ici? Depuis 2 ans. Elle regarde le contremaître, comme pour s'assurer qu'elle n'a pas dit de bêtises. Oui, elle a bien 14 ans. Les petits ouvriers ne portent ni gants, ni masques. L'air est irrespirable. Et elle a quel âge? Elle a 14 ans. Pourtant, elle a l'air beaucoup plus jeune. Oui, mais c'est parce qu'au Bangladesh, on a des tout petits corps. Vous savez, la majorité des filles ici sont déjà mariées. Ah, ok. Et par exemple, ce garçon, il a quel âge? Il a 15 ans. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Non, il raconte n'importe quoi. Il n'a pas compris la question. Il a 15 ans. Alors pourquoi n'y a-t-il aucun adulte parmi les travailleurs? Quelques mètres plus loin, autre usine et mêmes images. Le contremaître nous affirme qu'ici aussi on sous-traite pour de grandes marques occidentales. Des marques que nous connaissons comme Tom Taylor, Joe Fresh et H&M. Ironie du sort, ce sont des vêtements pour enfants que ces enfants teignent. Et les marques, ça leur pose pas de problème que les enfants travaillent? Non, pas de problème. C'est parce qu'ici, vous savez, c'est une usine de teinture. Et pour ce genre de travail, eh bien, on ne peut trouver que des enfants. Les adultes, eux, ne veulent pas faire ça. On ne peut pas trouver d'adultes. C'est un travail que les adultes ne veulent pas faire, car il faut toucher les produits chimiques avec les mains. Employer des enfants plutôt que des adultes pour manipuler des produits toxiques et les payer moins d'1 euro par jour. La logique est cynique. Si ces teinturiers sont bien, comme ils l'affirment, des sous-traitants de marques comme Disney ou H&M, que font donc ces marques pour contrôler leurs pratiques? Disney a refusé de nous accorder une interview. La marque aurait depuis quitté le Bangladesh.
En revanche, à Paris, nous avons obtenu un rendez-vous avec des responsables d'H&M. Après plusieurs semaines de négociations, la directrice du développement durable a été dépêchée spécialement depuis la Suède pour répondre à nos questions. 3 employés du service de communication français sont présents et vont assister à l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans les usines qui font la teinture et la coloration? Nous faisons des inspections comme nous le faisons dans toutes les usines de confection, ce qui veut dire que nous les contrôlons environ 2 fois par an. Nous sommes allés dans une usine qui dit travailler pour vous et pour d'autres marques. D'accord. Ils faisaient de la teinture. Les ouvriers étaient tous des enfants âgés entre 10 et 14 ans et ils travaillaient sans aucune protection. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est vrai, nous avons besoin de plus d'informations pour enquêter. Ce serait super grave. Mais nous avons une façon très systématique de faire des inspections, de vérifier le travail de nos fournisseurs et de les contrôler. Nous les coachons afin de faciliter les changements de méthode à l'intérieur des usines. Cette situation serait donc très surprenante. Cette usine ne figure pas dans la liste des fournisseurs officiels de la marque. Est-ce un oubli ? Ou bien un fournisseur sur place dissimule-t-il ses sous-traitants à H&M? Une chose est sûre, H&M ne ménage pas ses efforts pour rassurer le consommateur. L'un de ses thèmes de prédilection est le respect de l'environnement. Sur le site internet de la marque, cette femme pose devant un système de traitement des eaux et l'eau qui sort des tuyaux des usines est limpide. D'autres marques se sont positionnées sur le même créneau. Voici par exemple ce que l'on peut trouver sur les sites internet de La Redoute ou de CEA. Mais est-ce la réalité des usines sur place au Bangladesh? Toujours en caméra cachée, nous allons tourner dans l'une des principales usines de teinture de Dhaka. Bonjour monsieur. Le directeur nous reçoit et nous dresse la liste de ses clients. Et vous avez beaucoup de clients européens? Oui, oui. Nous avons Kiabi en France, Okaidi en France aussi, et La Redoute. Il y a aussi H&M qui vient de nous passer commande. Ils ont visité l'usine et ils ont été très satisfaits. Et si l'on ajoute les marques figurant sur le site internet de l'entreprise, nous remarquons que cette dernière travaillerait pour tous ses clients. Mais si H&M a bien visité cette usine, comme l'affirme son directeur, a-t-elle inspecté le système de traitement des eaux? Nous demandons à le voir. Et le directeur nous montre fièrement ses nouvelles installations. On stocke les eaux de teinture dans ces grands réservoirs. On les traite et après, on les rejette dans la rivière. Mais ce qui nous surprend, c'est la couleur de l'eau à la fin du traitement. Ah, donc ça, c'est l'eau à la fin du traitement? Oui. Mais elle est très colorée, non? Oui, mais c'est respectueux de l'environnement. Ça correspond aux normes du ministère de l'Environnement du Bangladesh. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr? Vous pouvez mettre ça dans la rivière? Mais oui. Mais les gens peuvent boire cette eau? Non, 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 non. Mais si ça va dans la rivière, il y a des gens qui vont en boire. Non, 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 non. Et les poissons, c'est pas nocif pour les poissons? Il n'y a pas de problème. Nous sortons de l'usine pour chercher le tuyau d'évacuation. Le voici. L'eau rejetée dans la rivière est rouge vif. Comment peut-elle être aux normes? Nous prélevons un échantillon et nous allons l'apporter au laboratoire du ministère de l'Environnement, en nous faisant passer cette fois pour des chercheurs. Est-ce que c'est normal? Voici de l'eau que nous avons prélevée à la sortie d'une usine de traitement des eaux. La couleur est-elle normale? Oui, l'eau qui sort du système de traitement est conforme à nos normes. De toute façon, les traitements n'enlèvent pas la couleur de l'eau. Et est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle contient comme produit chimique? Parce que je pense qu'il en reste beaucoup. Nous testons seulement le pH, la quantité de CO2 et d'oxygène. Nous n'avons pas de quoi tester les produits chimiques. Le ministère de l'Environnement du Bangladesh délivre donc des agréments aux usines sans tester les produits chimiques dans leurs rejets.
De quoi relativiser les bonnes résolutions écolo des marques occidentales. Alors que c'est exactement H&M, de l'eau rejetée dans la rivière par les usines de teinture? Nous avons posé la question à la responsable de la communication. Voici la couleur de l'eau que nous avons pu filmer à la sortie d'une usine qui dit travailler pour vous. Comme vous pouvez le voir, la couleur est rouge. Pensez-vous que ce soit normal? Non, nous avons des exigences très strictes dans notre système de traitement des eaux usées. Et l'eau ne peut donc pas être colorée. Cela cause des dommages environnementaux à l'eau et aux poissons, et ce n'est pas autorisé dans le processus de traitement de H&M. Est-ce que vous êtes surprise par la couleur de l'eau? Si c'est le cas, si vous avez vraiment vu cela et que c'est une usine qui travaille avec H&M, cela signifie qu'ils n'ont pas suivi nos recommandations. Nous avons besoin de davantage d'informations afin de pouvoir aller voir ce fournisseur et constater quel a été le problème. Nous ne pourrons pas terminer notre interview car la chargée de communication va mettre fin à l'entretien. Il faut arrêter. Pourquoi? Parce qu'on finit le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui je peux poser le reste des questions? Je pense qu'il y a vraiment des questions importantes. Il y a vraiment des questions importantes, mais on vous a demandé toute la liste des questions. Il y en a beaucoup plus que prévu. On a pris le temps. On a Elena qui vient exprès pour vous de Suède. Faire venir quelqu'un de Suède pour m'accorder seulement 30 minutes d'interview alors qu'il y a des points assez compliqués à évoquer, c'est très curieux. Je suis désolée, en France, personne ne peut prendre la parole sur ce sujet. C'est un sujet gros qui est très important. Moi, je ne suis pas habilitée à pouvoir répondre à ça. Elena peut. On vient de vous répondre. J'ai imprimé la liste de nos restrictions chimiques et de nos fournisseurs. Est-ce que vous la voulez? Thank you. L'usine que nous avons visitée ne figure pas sur la liste que nous a donnée H&M. Mais d'après la marque elle-même, ce document n'est pas tout à fait complet. Alors quel est l'impact de l'industrie textile sur l'environnement? Nos vêtements rendent-ils malades les riverains des usines? Direction le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Les marques occidentales sont arrivées ici il y a 30 ans, bien avant le Bangladesh. Avec le recul, on devrait pouvoir mesurer d'éventuels effets néfastes sur la santé. Dans la région, la pollution industrielle est au cœur d'une gigantesque polémique qui oppose l'industrie textile et les paysans. Shanmugam est l'un d'entre eux. Il nous montre d'abord le barrage qui a été construit pour alimenter des teintureries en eau. Depuis sa construction, toutes les rivières et les nappes phréatiques de la région auraient été contaminées. Les analyses ont montré que l'eau contenait du sodium dans des proportions alarmantes. Il n'y a pas si longtemps, l'eau était excellente ici. On la prenait à la source et on s'en servait pour tout. Il n'y avait aucun produit chimique dedans. La ferme de Shanmugam se trouve dans ce petit village. Il y a encore quelques années, il y cultivait des légumes et du maïs. Mais aujourd'hui, ces terres ont été déclarées impropres à la culture. Regardez, la terre est stérile. On ne peut rien cultiver là-dedans. Elle est trop lourde, elle est polluée. Même les arbres donnent des fruits malades. Comme 30 000 paysans de la région, Shanmugam a porté plainte contre les teintureries qui l'accusent d'avoir pollué ses terres. 500 agriculteurs ont été indemnisés, mais pas lui. Ça, c'est l'eau qu'on buvait. C'est l'eau des nappes phréatiques. Ça, c'est l'eau que vous buviez avant? Oui, bien sûr. On buvait ça sans savoir. Comme Shanmugam, tout le village buvait cette eau. Est-ce un hasard? Depuis quelques années, les cas de cancer se multiplieraient. Il va nous présenter à son voisin, agriculteur lui aussi. Il est malade depuis plus d'1 an. Tout le monde a des problèmes ici à cause de l'eau qu'on a bu. Moi, j'ai un cancer de la vessie.
On ne peut pas boire cette eau. Dès qu'on y trempe les lèvres, c'est amer. Je pense que ça vient des produits chimiques dans la teinture. C'est ça qui a provoqué ma maladie. Ça ne peut pas être autre chose. Et le phénomène ne touche pas seulement ce village. Plusieurs médecins pointent une augmentation des cas de cancer dans la région. Une étude officieuse évoque une hausse de 40%. Cette clinique est spécialisée dans le traitement du cancer. Elle a ouvert il y a 5 ans et elle est constamment saturée. Même la pièce où le docteur Vélavan range les dossiers médicaux sera bientôt trop petite. C'est la pièce où on enregistre tous les dossiers médicaux. On y recense tous les cas de patients que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui. Et vous en avez eu combien? Depuis ces 5 dernières années, on en a eu entre 6 et 7 000. Voilà, ça va jusqu'à 6 850 et ça augmente tout le temps. Dans cette clinique, pas une seule chambre individuelle, mais de vastes espaces communs qui accueillent les malades en chimiothérapie. Ici, c'est l'une de nos salles principales. Ce sont surtout des fermiers ou des travailleurs du textile. Ils sont tous atteints de cancer. Les malades sont une 60aine à vivre côte à côte, dans l'attente du traitement. Et le cancer ne serait pas le seul fléau qui frappe la région. Nous avons aussi été informés de l'existence d'une étude médicale sur des cas de fausses couches et de stérilité masculine. L'homme qui l'a réalisé dirige un hôpital public. Il a refusé d'être filmé, sans doute parce qu'ici, tout ce qui touche à l'industrie textile, pourvoyeuse d'emplois, est très sensible. Alors nous l'avons rencontré en caméra cachée. Il va clairement pointer les teintureries. J'ai fait une étude sur l'état de santé de la population qui vit près de la rivière pour voir l'impact des usines textiles. Et j'ai trouvé que les cas de stérilité, d'infertilité et les fausses couches étaient supérieurs de 50% par rapport au reste de la population. Est-ce que vous pouvez nous donner cette étude? Non, je ne peux pas la dévoiler. C'est un thème trop sensible ici. Cette étude, il nous la laissera feuilleter, mais elle ne sera jamais publiée. Elle a été réalisée en 2010 sur 10 000 personnes. Nous avons bien essayé de solliciter d'autres médecins publics dans la région, mais aucun n'a souhaité s'exprimer. En revanche, Shanmugan, le fermier, a d'autres choses à nous dire. Il nous a conviés chez lui avec des amis. Il y a quelques années, il nous raconte que son médecin l'a diagnostiqué stérile. Et d'après lui, un villageois sur 2 serait touché. Je suis marié depuis longtemps, mais je n'ai pas eu d'enfant. Il y en a beaucoup comme moi ici. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas au courant et qui s'en rendent compte avec les années. Souvent, je suis en colère de ne pas avoir pu avoir d'enfant. Je suis déprimé. J'y pense tellement que je ne peux même plus travailler. Je me sens mal. C'est comme si ma vie n'avait aucun sens. Cancer, stérilité et fausse couche. Des mots qui font peur, mais à ce jour, aucune étude officielle n'a confirmé. Reste une question, ces produits toxiques sont-ils présents sur nos vêtements quand ils arrivent en Europe? Sommes-nous nous aussi en France, potentiellement exposés? Nous avons rendez-vous à Angoulême avec Aurélie, qui nous reçoit avec sa mère. Pendant 4 ans, Aurélie a été vendeuse dans une boutique d'une marque très connue. Une partie de son travail consistait à mettre les habits dans les rayons. Et quand elle déballait les cartons, son corps réagissait parfois de manière spectaculaire. Donc les symptômes que vous aviez, c'était quoi? Alors au départ, ça commençait à me brûler, à me chauffer plus. Et puis je me mettais à me gratter. Au départ, je ne savais pas ce qui se passait.
Et puis les boutons apparaissaient, puis j'en avais de plus en plus sur tout le corps en fait. Donc à chaque fois, on appelait les pompiers, mon directeur de magasin me faisait rentrer chez moi et je repartais. Des crises qu'Aurélie a pris soin de photographier. Voilà. Et à chaque fois, ça me faisait les boutons. Ensuite, ça apparaît sur des plaques et ça devient rouge écarlate. Aurélie demande alors à son employeur de lui fournir la liste des produits chimiques présents dans les vêtements, en vue de dépister une éventuelle allergie. Mais la marque ne lui livrera aucun élément. C'est finalement par hasard qu'Aurélie découvre chez un médecin qu'elle est allergique au chrome, une substance dangereuse qui est utilisée parfois pour fixer les colorants. Urticaire géant après contact avec vêtements, allergie, sel de chrome. Après ses arrêts de travail à répétition, Aurélie a été licenciée pour inaptitude. Elle a porté l'affaire devant les prud'hommes. Finalement, un arrangement financier a été trouvé. De son côté, la marque nous a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de maladies et d'allergies chez ses employés. Pourtant, comme Aurélie, de nombreux vendeurs font état de réactions physiques au contact des vêtements. Certains syndicats les encouragent d'ailleurs à témoigner. Autour de cette table, les salariés d'une quinzaine de grandes enseignes. Une femme va évoquer, elle aussi, l'ouverture des cartons, qu'elle appelle les box. Dès qu'on ouvre certains box, surtout la jeanerie, là on ressent vraiment une odeur forte. Ça veut dire que sur le moment, on ne peut pas rester directement à proximité des box. On est obligé de laisser aérer les box pour après pouvoir commencer à les traiter. Moi, j'ai un exemple bien concret, il y a même pas un mois, tu vois, j'ai préparé de la marchandise, des jeans. Dès que j'ai ouvert le contenant, quoi, j'ai senti une odeur, ça commençait à me brûler le nez, quoi. Le temps de préparer la marchandise, j'avais les yeux qui me brûlaient, quoi, des picotements. Et je suis resté genre 5 minutes avec la marchandise. C'était en anglais, absolument incompréhensible. Un document qui devait faire... Nous, sur la logistique, on reçoit des milliers de containers à l'année, principalement de Chine ou des pays expatriés. Et lorsqu'on décharge des conteneurs, on ressent des odeurs de vernis, du malaise. Bon, les salariés, au bout de la moitié du conteneur, se sentent pas bien. C'est des milliers de produits qu'on manutentionne. C'est des produits... Voilà, donc on ne sait pas ce qu'on manutentionne aujourd'hui. Il n'y a aucune information du salarié. Des gaz seraient donc présents dans les cartons et dans les containers pour protéger les vêtements de l'humidité et des insectes. Il faut dire que leur voyage est parfois long, jusqu'à 2 mois. Si certains de nos vêtements sont toxiques, ce serait donc aussi du fait de ces gaz de transport. Pour en savoir plus, direction Le Havre, 2e port de France. C'est ici que sont débarqués la plupart des vêtements fabriqués en Asie. Sébastien Géant est douanier. C'est lui qui, avec ses collègues, ouvre les containers et respire les vapeurs qui s'en échappent. Les douanes ne nous ont pas autorisés à filmer cette opération. Sébastien Géant va donc nous mimer la procédure mise en place pour limiter les risques d'intoxication. Nous nous positionnons sur le côté pour ouvrir les portes. Nous ouvrons les portes donc pour éviter tout contact avec les gaz toxiques. Une fois la porte ouverte, nous laissons aérer le conteneur 30 minutes. Les douaniers pénètrent ensuite dans le conteneur pour l'inspecter. Impossible de savoir si des gaz sont alors encore présents, ils sont souvent inodores. Dans les gaz de fumigation, il peut y avoir le bromure de méthane, la phosphine, le bromure de méthyle, donc toutes sortes de gaz qui servent à détruire toute trace de vie. Notamment, je prends l'exemple de la phosphine. La phosphine, c'est simple, c'est un gaz qui rentre dans la composition des gaz de combat. Donc, il est évidemment éminemment toxique. Il n'existe encore que très peu d'études sur la santé des employés du textile. En 2013, un sondage a été réalisé par un syndicat au sein d'une grande enseigne de prêt-à-porter. 340 vendeurs ont été interrogés. Plus de la moitié d'entre eux ont fait l'état de symptômes anormaux sur leur lieu de travail. Irritation des yeux, de la peau, du nez et de la gorge, vertige, maux de tête. Mais il y aurait parfois plus grave.
À Angoulême, Aurélie, l'ancienne vendeuse, souffre d'autres problèmes de santé et ils n'ont rien à voir avec son allergie au chrome. Moi, j'ai fait 2 fausses couches là-bas. Et donc depuis, j'ai jamais réussi à avoir d'autres enfants. J'ai fait 2 fausses couches de plus depuis que je suis partie. Même si je touche plus les produits, j'arrive toujours pas à avoir d'enfants. Là, vous avez fait combien de fausses couches? 4. J'ai fait 4 fausses couches en tout. Depuis, maintenant, ça va faire 2 ans. Des fausses couches à répétition, dont elle ignore encore la cause. Des examens sont en cours. Les problèmes d'Aurélie ressemblent curieusement à ceux que nous avons observés en Inde. Alors est-ce un hasard? Les vêtements contiendraient-ils des substances nocives pour la fertilité? Pour le savoir, nous avons tenté une expérience. Nous avons acheté 24 vêtements de marque connue du prêt-à-porter français. Nous allons les soumettre à différentes analyses. Nous les apportons dans un laboratoire spécialisé, l'IFTH, l'Institut du Textile à Mulhouse. Nous allons nous intéresser notamment à une molécule qui est utilisée par l'industrie textile pour mélanger les couleurs. Alors là, on analyse les nonylphénols. Donc j'ajoute du solvant en fait qui est approprié pour cette norme et on va le mettre donc à l'extraction, donc au bain ultrason en fait. Plusieurs études ont montré que le nonylphénol est ce que l'on appelle un perturbateur endocrinien. Il peut affecter l'appareil hormonal et reproducteur, même à faible dose. Or, justement, 56% des vêtements fabriqués en Asie que nous avons analysés contiennent des nonylphénols. Faut-il s'en inquiéter? Nous avons montré ces résultats au professeur Sultan, un endocrinologue réputé du CHU de Montpellier. 1830 mg/kg. Comment peut-on être statique et immobile devant ces données? Est-ce que vous pensez que des vendeuses, par exemple, qui sont en contact donc répété avec des cartons de vêtements, des perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les vêtements, peuvent être mis en cause lors de fausses couches à répétition? Quand on inhale des nonylphénols tous les jours, il est clair que c'est un facteur de risque. Oui, sans aucun. Personne ne saurait contredire cette affirmation. La jeune femme est soumise à une multitude de perturbateurs endocriniens dont on sait qu'ils peuvent être responsables d'avortements à répétition. Pire encore, le nonylphénol pourrait agir aussi sur les clients qui portent les vêtements. N'oublions pas que ces t-shirts vont être portés pendant des jours, des mois, voire des années. Et comme on sait que certains phénols sont absorbés par la peau, il y a tout lieu de se préoccuper sur ce risque à long terme. Mais ces perturbateurs endocriniens ne partent-ils pas au lavage? Qu'en est-il exactement? Retour à l'Institut du Textile, où nous avons fait les analyses. Si une partie du nonylphénol reste accrochée aux mailles des vêtements, cet ingénieur va nous expliquer que de nombreuses molécules s'en détachent pour mener ensuite leur vie propre. Ce sont des substances qu'on utilise au cours des process de fabrication qui n'ont pas de lien chimique avec l'article et au fur et à mesure des lavages, elles vont rapidement effectivement partir dans les eaux de lavage. Ces substances, elles ont une durée de vie très importante, elles ne se dégradent pas. Question: ce perturbateur à longue vie est-il filtré par les stations d'épuration? Nous avons contacté de nombreux centres de traitement des eaux, tous ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Nous avons donc décidé de tourner en caméra discrète dans une petite station d'épuration comme il en existe 18 000 en France. Les eaux usées y sont traitées. Les techniciens de la station vont tout de suite nous montrer les bouts d'épuration. On met ça dans le silo à bout. Ah, il y a celui-ci là. Actuellement on met dans celui-là. Ces bouts contiennent des matières organiques et des déchets, et notamment les fameux perturbateurs endocriniens. Alors que deviennent-elles? Et après, on les met à la végétation pour les bandages. D'accord. En général, pour une culture d'hiver. Ouais. Il faut qu'il y ait une culture d'hiver d'implanter. C'est qu'on met les bouts. Donc ça va être quoi par exemple? Du blé, du colza, de l'orge. D'accord. C'est pour une culture là.
Avant d'être répandus sur les cultures, ces boues vont bien sûr être analysées. Mais toutes les substances sont-elles prises en compte? Et sur les perturbateurs endocriniens, vous avez des mesures qui sont faites ou pas? Là, je pense pas. Non, jusqu'à présent, non. D'accord, ça c'est pas obligatoire en fait. Il me semble pas. Ça vous inquiète pas de mettre ça sur vos cultures? Mais sinon, vous faites quoi? Sinon, c'est quoi les filières autres que l'agricole qui sont valables? Parce qu'il n'y a pas de solution correcte. D'après nos informations, en France, une seule station d'épuration est équipée pour éliminer tous les nonylphénols qui proviennent de nos vêtements, mais aussi de la peinture et du papier. Quant aux boues de la station que nous avons visitée, elles seront épandues sur des champs de cultures comme le blé ou le colza. Ces cultures risquent donc d'absorber les perturbateurs endocriniens. Voilà comment une molécule provenant en partie de nos vêtements peut pénétrer notre chaîne alimentaire. Les nonylphénols posent un problème si sérieux que la Commission européenne s'est penchée sur la question. En janvier 2016, elle a décidé de limiter leur utilisation dans de nombreux produits textiles. Mais ces nouvelles normes ne seront appliquées qu'à compter de l'année 2021. Voilà pour ce reportage sur les conditions de fabrication de nos vêtements. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Ornay, Aurore Belser, Laurent Huberson, ainsi que les équipes de Girafe Prod et Capa Presse. Bonsoir.